Vous êtes un sportif occasionnel, vous avez envie de vous mettre à la course à pied, vous êtes un coureur débutant, vous courez une fois, 2 fois par semaine, vous avez envie de vous remettre au sport après une longue période inactive. Très bien, vous avez bien fait de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que la sédentarité, c'est un facteur de risque cardiovasculaire, c'est très bon pour le mental et c'est aussi très bon si c'est bien pratiqué pour la prévention des maux de dos. Ça, c'est sur l'aspect positif. La course à pied, ce n'est pas sans risque. C'est pas parce que c'est un sport qui est facile d'accès qu'il n'y a pas des risques. Il faut savoir que selon la vitesse que vous allez adopter lorsque vous allez pratiquer la course, vous pouvez peser jusqu'à 2 fois, voire 4 fois votre poids au repos. Ça va stimuler votre système cardiovasculaire, articulaire et musculaire. Donc aujourd'hui, en tant que podologue, je vous ai préparé 9 conseils pour bien démarrer la course à pied, pour éviter les blessures et pratiquer de manière sereine. Bienvenue sur la chaîne Allo Podo, la chaîne sur la santé des pieds. C'est parti! Le premier conseil, ça va être d'abord de bien programmer vos entraînements. Il faut savoir quand est-ce que vous allez les pratiquer, où est-ce que vous allez les pratiquer et comment est-ce que vous allez pratiquer surtout vos premiers entraînements. Quand est-ce que vous allez les pratiquer? Vous avez un certain volume de sang, environ 6 litres, 6 litres et demi dans votre corps et que ce sang est alloué aux organes qui sont plus ou moins essentiels selon les activités que vous pratiquez. Donc, si vous faites un repas lourd avant de pratiquer la course à pied, c'est pas bon. Votre système gastro-intestinal va récupérer un maximum de sang. Donc il vaut mieux courir à distance des repas, soit avant le repas, à jeun, ou bien alors laisser passer quelques minutes le temps de mettre votre système au repos. Ensuite, je vais écarter tout de suite une idée reçue, quel que soit le type de sol sur lequel vous courez, les études scientifiques sont unanimes, il n'y a pas de blessure quel que soit le type de sol. Donc vous pouvez courir, si ça vous plaît, sur un tartan dans les stades, vous pouvez courir dans les sous-bois, vous pouvez courir sur terre battue ou vous pouvez courir sur la route. Ensuite, le point important, c'est de commencer de manière très progressive, surtout les premières séances. Donc au début, vous marchez, vous faites de la marche rapide, vous courez 5 minutes, pas besoin d'en faire plus, puis ensuite vous passez en marche rapide, puis en marche tout simplement et vous pouvez alterner ces deux types de vitesse. Au début, une séance, ça peut être 5, 10 minutes, 15 minutes, pas besoin d'en faire plus. Et de séance en séance, vous allez augmenter de manière très progressive, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué du sport. Deuxième point, vous avez la question de l'hygiène de vie. Alors vous avez la course à pied d'un côté et vous avez tout ce qui est autour qui est tout aussi important. Vous avez la bonne hydratation, la bonne alimentation, il faut manger de manière équilibrée sans sauter de repas et il faut également un bon sommeil. Le point important aussi, c'est les étirements. Il n'y a pas de consensus scientifique à savoir s'il faut s'étirer avant, pendant ou après l'exercice physique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous tirez trop sur des muscles à froid, vous pouvez créer de micro-lésions sur les fibres musculaires. Donc moi, je dirais plutôt pratiquez votre course et lorsque le muscle est bien chaud, en fin d'entraînement ou après l'entraînement, vous pouvez faire vos étirements. Troisième point, c'est comment bien choisir ses chaussures de course à pied. Alors, la chaussure, c'est un élément qui est de plus en plus technique. Quand vous êtes un coureur débutant, vous n'avez pas besoin de chaussures particulières. Vous n'avez pas besoin de chaussures avec trop d'amorti, parce que trop d'amorti, ça déséquilibre le pied. Et au contraire, vous n'avez pas besoin de chaussures trop minimalistes, parce que si elles sont trop minimalistes, vous risquez de faire des fractures de fatigue, parce que vous allez trop solliciter votre système osseux. Donc ni des chaussures trop maximalistes, ni des chaussures trop minimalistes. Vous avez également des chaussures qui vont avoir des renforts internes et externes. On va dire que c'est des chaussures pour pieds pronateurs et pieds supinateurs. Ça aussi, ça n'a aucun intérêt lorsqu'on démarre la course à pied. Donc pas de chaussures supinatrices ni pronatrices, vous les prenez universelles sans aucune correction. La chaussure idéale pour démarrer la course à pied, c'est une chaussure totalement neutre, plutôt légère. Vous pouvez commencer sur une gamme de prix qui entoure les 70, 80, vous pouvez aller jusqu'à 90 €. Au-delà, ce n'est pas nécessaire. On va dire que c'est un choix plutôt esthétique, mais d'un point de vue de prévenir les pathologies, ça n'a aucun intérêt. La dernière chose, c'est qu'il faut prendre le temps d'essayer vos chaussures
dans les magasins de course à pied. Il faut prendre 5 minutes à bien marcher dans le magasin. Si vous avez un tapis de course à disposition, courez dessus. Choisissez des chaussures généralement d'une pointure, une pointure et demie, en plus de votre pointure au repos parce que votre pied va gonfler durant l'effort. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est quand vous avez un modèle qui vous convient, une marque qui vous convient, restez sur cette marque et renouvelez simplement ce modèle. Ne prenez pas le risque de prendre des modèles très différents, des marques très différentes en variant sans arrêt les chaussures parce que beaucoup de pathologies, et on le sous-estime, peuvent venir d'une mauvaise chaussure de course. La question de l'entretien de la chaussure, c'est très important. Déjà, il faut le dire, la semelle d'une chaussure de course à pied, ça peut être du polyéthylène, mais c'est souvent de l'EVA, de l'éthylvénylacétate. C'est un matériau qui est à la fois léger et résistant, mais par contre, il a un gros problème, c'est qu'il résiste très mal à la chaleur. Donc, première chose, une chaussure de course à pied, ça ne se lave pas et surtout pas en machine. La deuxième chose, c'est qu'il faut respecter un bon temps de séchage de la chaussure pour éviter les mycoses et éviter le délabrement de la semelle intérieure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est après votre séance, poser vos chaussures à l'air libre et surtout pas l'enfermer dans un placard tout de suite. Laissez-la respirer un petit peu, sortez les semelles de propreté pour que ça prenne l'air. Et dans un second temps, une fois que ça a bien commencé à sécher, vous pouvez les enfermer dans un placard. Cinquième point qui est très important, c'est comment savoir serrer ses chaussures de course à pied. C'est un point très important parce que si vous n'êtes pas assez serré, vous risquez les entorses d'une part, mais si vous êtes trop serré, vous allez frotter sur les zones douloureuses, risquer de vous faire des ampoules, risquer de créer des rougeurs et des irritations sur les zones de déformation. Alors, j'ai fait une vidéo sur le serrage de la chaussure de la course à pied. Je vous la mets en description et en vignette en haut à droite. C'est une petite technique pour éviter d'être à la fois trop serré, engourdir votre pied, mais en même temps de bien le tenir. Vient maintenant la question de la vitesse à laquelle vous allez devoir courir. Bah oui, parce qu'il y a une vitesse qui dépend de chacun, qui dépend de ses capacités cardiovasculaires. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas couru, vous allez avoir des capacités vasculaires qui vont être inférieures également selon votre âge. Alors je vais vous proposer un calcul qui est très simple, qui va vous permettre de calculer une pseudo VO2 max. Quand vous allez augmenter votre vitesse, votre fréquence cardiaque va augmenter. Et vous avez deux phases, la phase aérobie et la phase anaérobie. La phase aérobie, vous allez puiser du dioxyde de carbone lorsque vous allez inspirer et vous allez avoir des échanges gazeux qui sont équilibrés. La phase anaérobie, vous allez avoir du débit cardiaque qui va être supérieur et par contre là vous allez créer de l'acide lactique qui va être responsable notamment des crampes. Donc il ne faut pas aller trop haut dans les tours parce que vous allez passer d'une phase aérobie à une phase anaérobie. La VO2 max, ça correspond à cette limite entre les deux phases. Donc pour ce faire, je vais d'abord vous demander de calculer votre capacité cardiaque maximale. C'est la capacité à laquelle vous allez pouvoir au maximum faire tourner votre cœur. C'est une limite théorique. Donc pour ça, je vais vous demander de faire ce petit calcul. Vous allez soustraire d'abord 220 à votre âge. Donc là, moi je vais dire 220 moins 30, ça fait 190. Ensuite, il va falloir calculer la fréquence de réserve. La fréquence de réserve, c'est la fréquence cardiaque maximale à laquelle vous pouvez arriver jusqu'à ce que ça devienne dangereux. Pour ce faire, il va falloir calculer votre fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque de repos. La fréquence cardiaque de repos, c'est la fréquence cardiaque que vous avez lorsque vous ne faites pas d'activité physique. Pour la calculer, je vais me mettre au niveau des carotides, je vais attendre 1 minute et je vais compter combien il va avoir de battements par minute. Moi, on va dire que c'est à 60 parce que j'ai un bon cœur dans la moyenne. Ensuite, ce que je vais faire pour calculer la fréquence cardiaque de réserve, c'est que je vais soustraire 190 à 60. Ici, ça va faire 130 et ensuite, je vais calculer 50% de cette différence. Donc 50% de 130, ça va faire 65. Et ce 65, je vais le rajouter à la fréquence cardiaque de repos qui était de 60. 60 plus 65, ça fait 125. Donc, la VO2 max, le rythme cardiaque que je dois atteindre sans risquer aucune blessure, sans risquer quoi que ce soit au niveau cardiovasculaire, pour mon cas, ça va être
125. Faisons un autre calcul. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre quelqu'un qui a 35 ans. Donc je vais faire 220 moins 35. Ça va faire 185. On va dire que sa fréquence cardiaque de repos, ça va être 70. Donc 185 moins 70, ça va faire 115. Je vais faire 50% de 115. 50% de 115, ça fait 57,5. Et 57,5, je vais donc le rajouter à 70 et ça fait 127,5. Donc, la fréquence cardiaque maximale à laquelle cette personne va devoir aller, c'est 127,5. Point numéro 8, les accessoires utiles et les accessoires inutiles. Donc là, on a notre VO2 max, c'est bien d'avoir le débit cardiaque auquel on doit aller, mais à quelle vitesse ça correspond? Et ben, c'est très simple, si vous avez une montre connectée, vous allez courir de plus en plus vite, essayer d'atteindre un palier à une certaine vitesse, un certain kilométrage par heure, et vous allez voir à quelle fréquence cardiaque ça correspond. C'est pas non plus primordial d'avoir une montre connectée, il suffit de prendre sa fréquence cardiaque, vous arrêtez à une certaine vitesse, vous regardez à quelle fréquence cardiaque pendant une minute vous êtes et vous voyez simplement s'il faut augmenter ou s'il faut réduire. On n'est pas obligé d'être ultra précis parce que cette pseudo VO2 max qu'on a calculé, vous pouvez être à une échelle de plus 10 ou de moins 10. Donc c'est vraiment un calcul très grossier. Donc la montre connectée, intéressant mais pas primordial. L'accessoire qu'on voit de plus en plus souvent par contre et qui est totalement inutile, c'est la chaussette de contention. Donc le principe de ça, c'est de serrer le mollet, serrer le système musculaire qui lui-même appuie sur les veines et donc permet théoriquement de relancer la circulation, de relancer le circuit veineux de retour pour prévenir les crampes, certaines tendinites. En vérité, ça n'a pas grand intérêt. Si vous êtes habitué à courir avec ça, tant mieux, restez avec ça. Mais sachez qu'à part d'un point de vue esthétique, ça n'a vraiment aucun intérêt en termes de prévention des blessures. Neuvième point, le point bonus, c'est le point podologie du sport. Si vous avez déjà eu des blessures, des traumas, si vous avez des antécédents de tendinite, d'entorse, et ben dans ce cas-là, faire un bilan chez un podologue, notamment un podologue du sport, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir déterminer sur un tapis de course votre foulée, savoir comment vous courez. Est-ce que vous êtes terrien? Est-ce que vous êtes aérien? Est-ce que vous courez vers l'intérieur, vers l'extérieur? Comment se passe l'articulation de tout le schéma locomoteur? Eh bien ça, c'est intéressant pour prévenir d'autres pathologies. Le podologue pourra également vous donner des conseils de chaussage qui correspondront à votre façon de courir et notamment si vous avez des objectifs de performance, vous offrir des chaussures qui vous maintiennent dans votre foulée aérienne ou terrienne, ça peut être très intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je prends toujours le temps d'y répondre. Si vous avez des idées de vidéos qui peuvent vous intéresser en matière de podologie, n'hésitez pas à les mettre dans les parties commentaires. Je vous invite à vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.